nous attachons au sein de notre service à trouver des alternatives à la reconstruction œsophagienne, autres que les techniques classiques de reconstruction qui marchent pas si mal, mais qui sont des techniques qui apportent une morbidité importante et qui ne sont pas une mortalité non négligeable. Donc initialement, nous cherchions des alternatives pour traiter des patients qui avaient des séquelles d'ingestion de produits caustiques. Et donc nous avons répondu à une appel d'offres de la FAO, puisque la problématique est à peu près la même, de recherche d'alternatives à la reconstruction œsophagienne classique. C'est de cette façon que nous avons rencontré l'association. Les recherches que nous menons pour des patients adultes pourraient avoir des applications certaines chez les enfants atteints d'atrésie de l'œsophage, puisqu'il s'agit là de réaliser des remplacements de courts segments de l'œsophage. Et l'ingénierie tissulaire le principe sur lequel nous travaillons actuellement s'appliquerait parfaitement à ces situations. Oui, c'est à peu près ça. Donc nous allons, il y a deux parties dans ce concept-là. La première partie, c'est de créer au laboratoire un substitut qui est fait en général d'une matrice acellulaire, c'est-à-dire d'une structure faite de fibres de collagène extraites en général d'une structure d'un animal. Et puis de prendre des cellules chez le patient qui a besoin de ce remplacement œsophagien, de faire se multiplier ces cellules en culture et ensuite de faire multiplier ces cellules sur cette matrice pour créer ce substitut. La deuxième partie de la recherche consiste à implanter ce substitut sur un gros animal pour créer un remplacement œsophagien de l'œsophage cervical assez court, finalement de 5 cm au départ, et de voir ce que devient le substitut une fois qu'il est implanté chez l'animal. Ce n'est pas réellement la création d'un œsophage au laboratoire, c'est la mise en présence des constituants de la paroi d'œsophage, et puis on pense que l'animal fera le reste. En effet, c'est de la recherche translationnelle, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est à l'étape préclinique, c'est-à-dire que c'est la dernière étape avant de pouvoir réaliser ça chez l'homme, d'avoir l'autorisation de faire ça chez l'homme. C'est de la recherche translationnelle à tel point qu'actuellement, toutes les manipulations qu'on fait de thérapie cellulaire au laboratoire sont faites dans des conditions dites GMP, c'est-à-dire Good Manufacturing Practice, qui sont indispensables pour obtenir une autorisation d'application chez l'homme. Donc on se met dans les conditions d'application chez l'homme déjà maintenant, parce qu'on sent que c'est assez proche. Ce qui est très long, c'est le dossier de demande d'autorisation qui va à l'ANSM, l'ancienne AFSAPS, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Et donc c'est ça qui est long, et ça met en général 2 ans. Donc il faut qu'on finisse d'abord nos expériences là qui pourraient prendre encore 1 ou 2 ans, et puis 2 ans de dossier. Peut-être que dans les 4-5 ans, on pourra avoir une application chez l'homme. Il est très probable que les premiers candidats à ce traitement ne seront pas des enfants, parce qu'on n'aime pas tellement tester de nouvelles thérapies sur les enfants, mais il n'y a finalement pas grand risque dans cette technique-là, puisque ce sont des cellules de l'enfant lui-même qu'on va prélever. La matrice qu'on utilise a déjà une autorisation d'utilisation chez l'homme pour d'autres applications, notamment le traitement des hernies par exemple, et donc on ne voit pas il n'y a pas un risque énorme, mais si ça marchait rapidement chez l'adulte, très probablement on pourra appliquer ça chez l'enfant. Ça s'appelle de la recherche translationnelle, c'est-à-dire que c'est entre la recherche fondamentale et l'application clinique chez l'homme. Ça facilitera la prise en charge chirurgicale des enfants, ça c'est sûr. Sur le plan de génétique, je ne vois pas très bien quel progrès de manipulation génétique pourrait empêcher le développement de la maladie. Donc la solution, elle est avant tout chirurgicale, là, et probablement pour longtemps quand même. Les fonds là, ils seront directement utilisés à l'achat des endoprothèses, parce qu'on doit mettre en place des endoprothèses dans l'œsophage pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications de l'intervention. Les endoprothèses coûtent cher. À l'achat des matrices, les matrices coûtent cher aussi, et puis à l'achat de tous les réactifs de laboratoire pour la culture cellulaire, l'isolement des cellules et l'ensemencement des matrices. Alors d'abord, on travaille beaucoup avec Arnaud Bonnard et Robert Debray qui travaillent sur l'atrésie de l'œsophage, et donc on opère souvent des enfants ensemble, et surtout on est devenu un centre de référence de prise en charge des patients atteints d'atrésie de l'œsophage arrivés à l'âge adulte.
On va avoir de plus en plus affaire à des adultes qui étaient porteurs d'atrésie de l'œsophage dans l'enfance, parce qu'avant les années 60, il y avait très peu d'enfants qui survivaient à cette pathologie-là. Et donc maintenant, on voit arriver des gens de 40, 50 ans qui ont été opérés d'atrésie de l'œsophage et qui ont des problèmes propres à cette maladie et qui nécessitent une surveillance particulière. Donc, on nous réfère de plus en plus des enfants, des centres de chirurgie pédiatrique qui sont devenus adultes et qui ont besoin d'un suivi particulier. Et la recherche se fait à Lille en collaboration avec le centre de maladies rares qui est tenu par Frédéric Gautran, qui collabore pleinement à ce projet. Très probablement, la plupart des candidats, ce seront des enfants à la naissance, ce sera la première intervention qu'on fera sur eux. Comme ça, on n'aura pas besoin de tirer sur l'œsophage. Idéalement, il faut opérer les patients avant qu'ils aient été opérés une première fois, pour qu'il n'y ait pas de modification anatomique trop importante, et notamment de traction sur l'œsophage. On interposerait juste notre substitut. On peut penser qu'à la longue, les enfants plus âgés chez lesquels cette chirurgie d'allongement et d'anastomose primaire n'aurait pas marché pourraient bénéficier de ce concept-là. On peut penser que, par exemple, cette thématique-là qu'on développe peut servir à traiter les sténoses réfractaires. On sait que chez les enfants qui sont opérés d'atrésie de l'œsophage, parfois se produit une sténose de l'anastomose entre les deux segments d'œsophage. On crée une suture là qui se rétrécit. Donc en général, on arrive à régler le problème en dilatant la sténose, mais parfois on n'y arrive pas. Et on peut penser qu'au lieu, à ce moment-là, de remplacer tout l'œsophage comme on peut être amené à le faire actuellement, on remplacerait juste la zone qui ne veut pas être dilatée par ce segment d'œsophage créé en ingénierie tissulaire, et ce serait beaucoup mieux.